Bonjour à tous et bienvenue au Jardin de Latine. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de Jean-Philippe Honecker. On va parler de sol. Et je vais resituer un petit peu comment j'ai rencontré Jean-Philippe. Alors, il y a quelques semaines, j'ai fait un atelier pour un événement de plantes où je parlais donc des zoyas. Tout à fait. Voilà. Et au début de ma présentation, je parle de l'importance d'avoir un sol de qualité. Avant de penser à arroser, comment est-ce qu'on fait pour préserver les ressources naturelles, notamment comment est-ce qu'on fait pour améliorer la capacité de rétention d'eau dans le sol. Avoir un sol qui a une bonne capacité de rétention d'eau, et c'est pour ça qu'on va échanger plus sur ça, c'est fondamental. Avant de penser à un système d'arrosage, il faut travailler la structure de son sol. Et quelque chose qui t'a marqué, c'est je fais un jeu sur les systèmes racinaires des plantes, où j'invite les participants à découvrir la profondeur du système racinaire des plantes. Alors les tomates, les maïs, etc. Il y a toujours des surprises. Je sais pas pourquoi le maïs, tout le monde pense que le maïs a un système racinaire profond. C'est fou. Et c'est très très intéressant et tout le monde apprend énormément. C'est assez joyeux comme moment aussi. Voilà. Et en fait, c'est très important parce que c'est vrai qu'en permaculture, on va faire des apports de matière organique superficielle. Et là, vous allez voir, je vais vous montrer, hein, on va passer au concret d'ici quelques secondes. Eh bien, la structure de mon sol est vraiment top en surface, mais qu'est-ce qui se passe en profondeur? Et donc là, c'est là où les apports, ce que tu proposes, oui, va permettre d'agir vraiment en profondeur, va aussi stimuler l'activité biologique, l'activité des micro-organismes du sol, hein, voilà. Donc ouais, c'est chouette. Des mycorhizes. Les mycorhizes, mais tout ça, mais donc c'est. Ne pas oublier. Il y a plein de bonnes choses, voilà. Faire un petit point d'abord sur ce qui s'est passé au jardin ces derniers mois, pour que vous compreniez un petit peu l'historique. Et Jean-Philippe va m'aider à trouver des solutions pour améliorer mon sol. C'est parti. Cet hiver, le potager a inondé 5 fois. Le petit ruisseau qui se trouve là-bas, je vous montre, est sorti de son lit et dévalait comme un torrent sur mon potager. Ce qui a fortement endommagé la structure du sol et favorisé donc la compaction. Alors c'est un sol qui est argileux naturellement, mais grâce au principe de permaculture, j'ai vraiment réussi à améliorer la structure. Et là, eh bien, l'eau qui venait vraiment couler, mais avec beaucoup de puissance aussi, c'était pas une eau qui montait en douceur et qui déposait des limons, c'était une eau qui avait du courant, donc qui emmenait tous mes paillages. Je vais vous montrer ce qui est parti comme sol, comme substrat superficiel tout à l'heure. Mais c'était impressionnant et ça a fortement endommagé la structure du sol. Et toi, Jean-Philippe, tu as observé la même chose dans ton potager. Donc il va falloir qu'on reprenne ça et ce que propose Jean-Philippe eh bien, permet d'améliorer sur la durée la structure du sol. Alors voilà, ça c'est l'ermitain, le petit ruisseau qui a inondé et qui coulait là. Je vais vous montrer les dépôts que ça a fait. Donc ça, c'est tous les débris. Alors moi, ça me va bien parce que c'est de la matière organique. Donc tout le long. Et puis, au niveau de l'entrée du potager, ici, donc là, il y avait des vagues. Et regardez, on voit bien à ce niveau-là, ça c'est ce qui est parti. Je ne sais pas si vous voyez, il y a plusieurs centimètres de sol qui est parti. Voilà. Notamment ici parce qu'il y avait beaucoup de courant à ce niveau-là, il y avait des amoncellements de débris tout le long. Et regardez, mes bandes que j'aime cultiver sont envahies. Alors, de marguerite, on retrouve aussi de la vesse et du chien-dent. Voilà, ça c'est le plus difficile vraiment à ôter. On retrouve aussi des renoncules qui viennent s'agripper partout. Alors là, ça aussi, c'est assez envahissant. Là, le sol est assez meuble grâce aux dernières pluies. Et j'ai pu toucher à mon potager que là, dans ces dernières semaines seulement. C'est général, toutes les terres argileuses, on a eu ce problème-là. On a un mois et demi de retard dans le jardin.
Et dans toutes les cultures, même dans les champs. Moi, j'ai vraiment observé cette argile beaucoup plus compacte. En plus, moi, tous mes paillages sont partis, ou presque tous mes paillages. Alors, je suis surprise à certains endroits où, malgré le courant, j'ai trouvé que le paillage était resté à peu près. Donc, je vais vous montrer, j'ai 2 parcelles de culture. Alors, j'ai commencé à préparer le potager, tout ça cette semaine. Alors, j'ai laissé une parcelle test pour vous montrer l'état. Toutes les parcelles de culture étaient comme ça, avec, comme je vous montrais, on retrouve les géraniums, le chien-dent, et puis beaucoup d'autres choses. Alors des choses qui se mangent forcément, mais voilà, la marguerite, etc. Donc toutes les parcelles étaient vraiment inexploitables. Et puis donc j'ai préparé les sols, passé la grelinette, et j'ai fait un paillage, même si je dois l'enlever le paillage plus tard. En tous les cas, j'ai fait un paillage temporaire. En fait, je me suis inquiétée. Je me suis dit, si je paille pas, j'ai peur que l'eau va revenir dessus, va de nouveau recompacter la structure. Et donc, en paillant, vu qu'il risque encore de pleuvoir, je vais mieux protéger mon sol. L'intérêt d'avoir conservé les mauvaises herbes, et notamment le chien-dent, je me suis aperçue qu'à certains endroits, eh bien, ça a préservé la structure. C'est-à-dire que les racines du chien-dent retenaient la structure. Donc quand il y avait les inondations, quand il y avait le courant, eh bien au moins mon sol restait. Donc c'était pas idéal, et j'ai décidé de laisser le chien-dent en me disant ouais, ça va être la galère plus tard. Voilà, je vais devoir bosser comme une malade pour rattraper le coup, mais en même temps, eh bien mon sol partait pas à la rivière, quoi. Il y a un exemple qui est passé au journal télévisé de TF1 il y a quelques années, il y a pas très longtemps, ou France 2, je ne sais plus sur quelle chaîne, où il parlait, c'était dans le Nord-Pas-de-Calais, il faisait témoigner un agriculteur qui avait des champs où il avait des couverts végétaux, et d'autres où il y a eu du labour où le sol était nu. Et sur les couverts végétaux, quand il passait dans le champ, il marchait normalement, et le sol qui était nu, ça faisait de la colle, et avec les bottes, il avait du mal à marcher. Puis l'eau était restée dessus, ça faisait des mares entières d'eau dessus, sur le champ. Sur le couvert, l'eau, on n'en voyait plus. C'est ça. Donc le fait d'avoir un sol qui soit couvert l'hiver, c'est très intéressant. Ouais. Que ce soit par de la paille ou par des couverts végétaux ou par ce qui peut rester comme des débris de culture, etc. C'est ça. Ça permet au sol de continuer à travailler. Deuxième avantage d'avoir un sol qui soit couvert par des végétaux, c'est que les plantes, elles vont capter une partie de l'eau. Et oui. Donc on a un sol qui sera ressuyé beaucoup plus vite. Et une structure de sol qui sera meilleure. Donc voilà, j'ai bien fait. Donc là où je te rejoins sur le développement racinaire, c'est que les racines, une fois que la plante, on l'a coupée, c'est ce qui va faire la matière organique. Et ça, beaucoup de gens n'y pensent pas. Ouais. Les racines des plantes, c'est ce qui fait... Ça va se transformer en matière organique dans le sol. Tout à fait. D'où l'intérêt d'avoir un sol qui soit le plus perméable possible aux racines pour que ça puisse descendre. Je vais vous montrer ce que j'ai comme terrain de jeu en ce moment. Alors là, je vous ai dit, j'ai commencé à pailler. Et alors, il y a une parcelle qui est pas trop mal. C'est vrai que quand on regarde, ici, on est pas trop mal. Hop, je creuse et franchement, j'ai un sol qui est très souple. Alors, pour rappel, ça fait 7 ans qu'on a le potager. 7 ans qu'on a le potager, qu'on a commencé, avant c'était une prairie, et qu'on a commencé à faire les parcelles de culture avec les principes de permaculture, en faisant des apports de matière organique tous les ans, quand même conséquent, d'accord? Donc en surface, et ça c'est une de mes meilleures parcelles, on a vraiment quelque chose qui est souple, hein. Voilà, on voit, j'en profite au passage. Et puis Jean-Philippe me disait, mais regarde, et voilà, il plante un bâton, et le bâton, il s'enfonce de combien? Il s'enfonce de, allez, une vingtaine de centimètres? Je dirais 30. Ouais, moi ça fait 20, ouais, 20-30 centimètres. 20-30 centimètres, c'est pas beaucoup, hein. Et dessus, c'est dur. Oui, oui, t'enfonces là. Il va casser si je pense. Vas-y, il me casse mes bâtons de bambou. Et c'est là que je me dis, mais mince, pour certaines cultures, et notamment des plantes, alors les tomates entre autres, mais aussi tout ce qui va être légumineuse, qui vont avoir besoin d'aller chercher de l'humidité en profondeur, des nutriments aussi en profondeur, eh bien, elles ne sont pas avantagées. Tout à fait. C'est là où il faut absolument qu'on ait un sol qui soit beaucoup plus perméable, beaucoup plus structuré pour que les racines puissent descendre beaucoup plus bas. Il faut savoir que les racines, les plantes, elles sont capables normalement d'aller chercher jusqu'à la roche-mère, en théorie. En théorie.
dans mon atelier, c'est ce que j'explique aussi, c'est qu'on a tellement l'habitude de faire des arrosages en superficie, c'est que les systèmes racinaires se développent de manière superficielle aussi. Et ce qui est dommageable, parce que forcément, c'est la partie superficielle du sol qui s'assèche. C'est un peu la discussion qu'on a eue à Chandonnier l'autre jour avec les personnes qui étaient là. Oui. Où ils ne comprenaient pas que moi je disais qu'il fallait arroser les tomates qu'une fois tous les 8-10 jours et arroser le matin et non le soir, alors qu'eux ils faisaient l'inverse, ils arrosaient beaucoup plus et ils arrosaient le soir. Alors explique, parce que eux ils savent pas là, ce qu'ils sont en train de regarder. Pourquoi il faut mieux arroser le matin? Pourquoi il faut mieux arroser le matin? Tout simplement parce que la nuit les températures descendent, l'humidité reste stagnante beaucoup plus longtemps et ça favorise le développement des maladies. Notamment la tomate, notamment le mildiou. Donc en arrosant le matin, le soir la plante elle est sèche. Le sol a séché en superficie, et on n'a pas un taux d'humidité qui est qui va être très très faible. L'été ça sèche très vite, donc en arrosant le matin, en plus on arrose sur une plante qui est froide, qui a été refroidie par la nuit, et on va arroser avec de l'eau qui est froide. Donc tout va bien. Si on arrose le soir avec de l'eau qui est froide sur une plante qui est chaude, la plante ça la stresse. Donc elle devient plus fragile et plus perméable à tout ce qui est virus. Est-ce que tu utilises les Zoya pour arroser? Parce que j'ai trop de surface. T'as trop de surface. Donc tu arroses comment? J'arrose en tuyau microporeux. D'accord. Et aussi par aspersion. D'accord. Et tu trouves pas que ça favorise un système racinaire superficiel? Mais j'arrose pas beaucoup, donc. T'arroses pas beaucoup. Je vois les tomates l'année dernière, elles ont été arrosées 2 fois dans la saison. Celles qui étaient dehors, pas dans la serre, hein, parce que dans la serre on est obligé d'arroser beaucoup plus. Parce qu'il n'y a pas l'eau de pluie, il n'y a pas les trucs. Mais les tomates dehors, elles ont été arrosées 2 fois. Et c'est tout. Moi, dans la serre, les Zoya, je valide à 200%. Franchement. Parce que ça t'emmène l'eau en profondeur. Ouais, c'est vraiment extraordinaire. Après, au potager, ça serait très efficace, mais c'est des contraintes techniques. Ouais, moi, j'ai 300 mètres carrés de potager, c'est pas possible. C'est impossible. C'est pas possible. Donc, je vous montre la deuxième parcelle. C'est là où on va faire le test. Là, on observe un sol beaucoup plus argileux. Alors, je me suis même regardez. Alors, ne rigolez pas, c'est bien de la terre, ok. Voilà, donc j'ai fait un petit donut. Donc, ça vous indique un fort taux d'argile. Voilà, on a un sol très très argileux. On voit bien. Hein. Voilà, ça c'est ma pâte à modeler, qui va être dure comme la pierre en été. Oui. Ah, mais ça fait des mottes. Mais voilà, ouais. J'ai l'avantage d'être dans une vallée, il y a une humidité résiduelle quand même, mais néanmoins, dans les allées ici, en été, je suis capable de prendre ma main et de les mettre dans les fissures du sol. Donc voilà, donc mes parcelles de culture, je vois bien la différence maintenant. J'ai un sol beaucoup plus souple, mais voilà, cette parcelle-là notamment, elle est encore très très complexe. Alors on voit bien. Puis j'entends quand tu marches, la fait. Voilà, un sol très très argileux. Alors voilà, il y a beaucoup de vie quand même, c'est chouette. Les petits vers de terre, etc. Mon fils vient faire ses stocks de vers de terre pour la pêche. C'est le bon endroit aussi, le tas de paille là-bas. Oui, voilà. J'aime bien les tas de paille. Ouais, les tas de paille, c'est super. Et donc j'essaye de mettre de la paille décomposée déjà. Ouais. C'est pour ça que d'ailleurs je pose même mon tas de paille à même le sol. Pour ça revient par-dessus. Voilà, c'est ça, c'est ça. Parce que même le fermier qui m'a dit, mais non, vous n'avez pas des palettes? J'ai dit, non, non, vous me mettez sur le sol, je veux que ça se décompose et que je mette vraiment de la paille décomposée dessus. Quand j'étais gamin, moi, on avait les écuries à côté de la maison de mes grands-parents. Ouais. Et on mettait le long de la maison, on mettait de la paille, puis on l'arrosait régulièrement pour avoir des vers de terre pour aller à la pêche. Ah, bah oui. Oui. Dès qu'il avait plu, j'attendais de 24-48 heures, les vers de terre étaient remontés. C'est un peu comme tout à l'heure, on parlait de compostage de surface. C'est exactement le même principe. Super. Tu vas nous parler de la structure du sol plus en détail? On va enfoncer comme on peut. Voilà. Là, on enfonce encore moins. On est moins profond que sur notre parcelle de tout à l'heure. Ouais. Si on tire dessus. Ouais. Oui, ah, tu l'as cassé. Mince, on va recommencer. Elle est amoureuse, la terre. Là, ça sera plus par là. Là, c'est juste ici. Là. Donc là, tu as un peu moins
On a ouais, à peu près 20 cm, un peu moins. Un peu moins de 20 cm. On se rend compte que le sol, quand on voit le morceau de bois, à 20 cm, le sol il est complètement fermé. On n'arrive pas à enfoncer. On a ce qu'on appelle, dans le terme agronomique, une semelle de labour. Hein, quels que soient les outils qu'on utilise, c'est ce qu'on a le terme, on appelle ça une semelle de labour. Ce qu'il faut arriver, c'est à casser cette semelle de labour. Okay. Donc les racines des plantes, on parlait tout à l'heure des protéagineux, oui. Tout ce qui est légumineuse, tout à fait. Les tomates, et j'en oublie, il y en a d'autres. Si on parle dans les céréales, qui peuvent, si on fait des couverts avec des céréales, qui ont des systèmes racinaires qui descendent extrêmement profond, on peut citer la vigne. La vigne qui peut aller à des kilomètres. Qui peut descendre jusqu'à temps qu'il trouve la roche. Oui. Et on peut avoir des 10, 15, 20 mètres de terre, la vigne, les racines, elles vont descendre. Oui. Donc si on tombe sur des semelles comme ça, elle a du mal à passer. Il faut que les racines puissent passer dedans. Donc le système, il est de permettre au sol d'avoir un sol qui soit aéré, où l'eau, l'air puisse circuler, que l'argile qui est contenue dans le sol puisse retenir tout ce qui est oligo-éléments, notamment ce qu'on appelle entre guillemets le triptyque NPK. Oui. Azote, phosphore, potasse. Parce que c'est des termes que tout le monde connaît. Quand on va dans les magasins, on regarde NPK sur les sacs. Je vous invite à regarder sur les sacs de terreau. Vous vous souvenez la vidéo sur les sacs d'engrais, sur les choses comme ça. On a, en termes agricoles, on parle du triptyque NPK. Donc, plus tous les oligo-éléments qui sont présents dans le sol. D'accord. On pense à des choses qui sont très importantes. Le soufre, le calcium, bien sûr, le bore, le manganèse, le magnésium, etc. Un sol original, la plante elle a tout ce qu'il faut pour pousser. Il suffit du mec que ça soit disponible et que la plante puisse se capter. C'est ça, parce que là en fait, c'est comment est-ce qu'on va faire en sorte que les ressources naturelles du sol, ce qui est en dessus, mais aussi que ce qu'on rajoute en surface, puisse être absorbé, optimisé par la plante. On a un allié dans le sol pour ce genre de choses, c'est le ver de terre. Le ver de terre, c'est lui qui va permettre de transformer tous les résidus en humus. Alors vous savez qu'il y a deux types de vers de terre. Il y a des vers de terre qui vont travailler plus sur la matière organique de surface. Et il y a des lombriques, avec les vers de terre, qui vont vraiment traverser et monter. C'est les plus gros. Donc c'est plus cela dont tu parles. C'est cela que je parle. L'entreprise Tonix, nous on travaille avec des produits pour améliorer tout ce qui est la structure du sol. Pour avoir un sol qu'on appelle qui soit plus volumineux. C'est-à-dire que quand on le prend à la main, on puisse le défaire. Même dans les sols argileux, ça défait. Qu'on permette à l'eau, l'air de mieux circuler. Et quand on a un sol qui est bien structuré, l'eau va mieux circuler dedans et on va avoir moins de tassement. On va avoir le phénomène que tu parlais tout à l'heure comme ça, d'érosion. On n'aura pas ça. La terre, elle se tient. D'accord. Donc là, en améliorant la structure du sol en profondeur, on va vu qu'on le met dessus, oui, tu le mets en surface. On le met en surface, il va descendre tout doucement, structurer le sol de la surface vers le fond. Vers le bas. Pourquoi est-ce que finalement ça va être beaucoup plus stable cette structure de surface? On va avoir les micro-rhizomes qui vont mieux se développer et mieux tenir la terre. Parce que l'amendement que tu proposes, alors attention, c'est pas une vidéo sponsorisée, on est d'accord. C'est juste parce que c'était intéressant. Tu parles du calcium et le calcium, mais un calcium particulier. Voilà, on explique. Il faut savoir qu'un sol consomme 250 kg de calcium à l'hectare par an pour les cultures. C'est-à-dire que ça consomme, pourquoi? Que les plantes consomment 250 kg de calcium. Ça dépend pas des plantes? Quelles que soient les cultures. D'accord. C'est une moyenne. Hein. Ouais. Donc le calcium, c'est un élément moteur pour la vie des plantes. Une capacité d'échange cationique. Exactement. Hein, la CEC. La fameuse CEC. Dans le jargon technique. On va pas rentrer dans ça, c'est de la chimie, etc. Mais si ça vous intéresse, je suis sûre que vous trouverez des informations sur Internet. Voilà, parce que c'est au niveau des ions, des protons, enfin les échanges électriques. Oui. On va parler de ça aussi. On va en parler tout à l'heure. C'est ça. Et qui permet à la cellule de la plante, aux cellules de la plante, d'autoriser finalement le transfert de minéraux entre le sol et sa structure. Donc selon la capacité d'échange cationique, eh bien la plante va être en capacité d'absorber des nutriments. D'accord? Donc c'est pour ça que cet équilibre il est super important. Autrement, votre plante elle n'est pas capable de se nourrir proprement. C'est pour ça qu'il faut un sol qui soit vivant et que les éléments dans le sol soient disponibles pour la plante. Tout à fait. Et quand on a un sol qui est équilibré et qui fonctionne bien, qui n'a pas d'excès,
Oui. Dans un sens, on a des plantes qui sont saines, qui sont fortes, qui sont résistantes aux maladies. Bah oui, logique. C'est logique. C'est comme notre corps, quoi. Voilà. Si Si on mange des bonnes choses et qu'on sent trop d'excès et qu'on fait pas d'excès à côté, on va bien. Et les plantes, c'est pareil. Si on a un sol qui est bien, qui est vivant, ouais, etc., que la plante elle a tout ce qu'il faut, eh ben, tout fonctionne. Et oui, c'est logique, hein, voilà. Il faut regarder, c'est la circulation de la sève dans la plante. C'est la brute, c'est élaboré, voilà, sans faire trop de chimie. Hein. Alors la sève brute, c'est celle qui monte du sol vers le haut de la plante, et élaborée, c'est lié à la photosynthèse, donc les feuilles captent le soleil, elles transforment cette sève en sève élaborée et rediffusent dans les racines. Les racines vont capter ce qui est à présent dans le sol, vont l'amener aux feuilles, aux fleurs et aux fruits, parce que la plante elle a besoin de se reproduire. Il faut savoir qu'une plante elle va se sacrifier pour la reproduction. Oui. Ah ben oui, on voit des arbres. Des arbres notamment fructifient. Et une autre chose qui est importante aussi sur la vie des plantes, il faut savoir que les plantes elles émettent des signaux. Et une plante qui est malade, elle émet un signal comme de quoi elle est malade. Elle va attirer les maladies vers elle, les pucerons, enfin tous les prédateurs. Une plante qui a une bonne santé, elle émet des symboles comme de quoi elle a une bonne santé et qui ne sont pas les bienvenus. Oui, c'est des signaux électriques. D'ailleurs, l'année dernière, j'avais invité Valérie Ogiso, qui est musicothérapeute botanique et qui, grâce à un outil, nous permet d'écouter la musique. Et c'est une transcription d'un signal électrique en notes de musique. Voilà. Et donc ces notes de musique, en fait, c'est un genre de langage. Alors voilà, philosophiquement, il y a des débats autour de ça, mais c'est les signaux électriques transcrivent une information ou des informations sur les plantes, donc notamment en termes de bien-être. Voilà, et les plantes communiquent entre elles. Tout à fait. Même entre différentes espèces. Oui. Oh, mais c'est très intéressant. J'ai d'ailleurs une vidéo à faire autour du sujet parce que ça m'intéresse énormément, mais c'est tellement riche et c'est assez pointu aussi. C'est très très pointu. C'est super intéressant à voir ce genre de choses parce qu'après on va comprendre comment les plantes elles vivent. Oui. Et ce qu'il faut faire et ne pas faire. Oui. Et puis je pense que ça nous apprend à mieux respecter la plante aussi. Oui. Parce qu'à partir du moment où on comprend, on lui donne quelque part une notion de langage, de communication, eh bien on se dit que c'est pas un être neutre, c'est vraiment, on comprend plus sa complexité. Et je pense qu'il y a plus de respect aussi sur la plante. C'est ça. Ouais. Donc c'est important de découvrir cet aspect-là de la plante. Donc les signaux électriques, ça indique un langage, c'est une communication qui permet d'indiquer le bien-être ou pas de la plante. Voilà, il y a des signaux électriques entre elles, il y a des signaux électriques dans le sol. Oui. Le sol, il y a des échanges électriques en permanence. Oui. Entre tout ce qu'il y a dedans. C'est ça qu'il faut comprendre qu'on n'y pense pas, mais il y a des électricités dans le sol. Oui, oui. Oui, d'ailleurs dans la vidéo, je t'invite à la regarder si tu l'as pas regardée. Non, je n'ai pas regardé. Eh bien, Valérie Ogiso a donc des capteurs et elle met une pince au niveau du système aérien et une autre pince au niveau du système racinaire. Oui. D'accord. Alors dans la vidéo, il y a un moment, c'est extraordinaire. On essaye plein de plantes. On essaye le noisetier qui est là-bas, le conifère. Et puis à chaque fois, il y a une mélodie absolument super qui démarre. Des mélodies différentes en fonction des arbres. Et puis à un moment, on dit, bon, on va tester sur du gazon. Alors, elle prend un brin d'herbe. Elle met au niveau des racines. Rien. Elle dit, mince, c'est pas possible. Elle se déplace. Elle essaye autrement. Rien du tout. Et là, c'est que mon mari venait de tondre 2 heures avant. Ouais. Il venait de tondre 2 heures avant. Elle s'est déplacée quelques mètres plus loin sur une herbe qui n'avait pas été tondue par mon cher et tendre. Et là, musique. Et là, vous voyez, allez voir la vidéo, je vous mets le lien. C'est impressionnant. Et moi, j'étais scotchée. C'est quoi? Est-ce qu'on va regarder ce qu'il y a comme produit? Oui. Allez hop. On va rapidement retourner à la maison, puis on reviendra, on va faire le test. Après, il va nous expliquer comment l'installer au potager. C'est parti. Donc je travaille pour une entreprise qui s'appelle Tonix, qui est une entreprise de Sévrienne, qui est basée à Mougon, à 10 km d'ici. Local. Qui existe depuis 1975. Depuis 1 an et demi, on a développé à partir de la gamme professionnelle une gamme pour les jardiniers. On a donc 2 produits en granulés et 3 produits foliaires. J'en ai sorti que 2 là, mais il y en a 3.
Donc les granulés, donc ce qu'on parlait tout à l'heure, on a le Rock and Soil. Ce produit-là, c'est un produit à base de calcaire actif, qui est chargé électriquement, ce qu'on parlait tout à l'heure, en Ca++, pour faire un tout petit peu chimique. Et c'est lui qui va vraiment dynamiser toute l'activité biologique du sol, permettre à un sol qui soit perméable, qui soit vivant, qui structuré, on a une structure de sol qui soit de plus en plus brumeuse, de plus en plus facile à travailler. Quand on va penser la bêche, la grelinette, ce qu'on veut dedans, on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus facile. Donc ça se fait pas d'un coup de baguette magique, hein. Il faut plusieurs années pour arriver à avoir un sol qui soit bien structuré. Parce que faut le temps, la nature, on la bouscule pas. Il faut lui donner le temps de se remettre en état. On a ce produit-là et on a un effet un peu plus rapide quand on a affaire à des terres argileuses par rapport à des terres sableuses. D'accord. On va avoir quelque chose qui va être. Et oui, parce que les terres sableuses sont beaucoup plus filtrantes. Voilà. Donc il n'y a pas assez de structure pour retenir les minéraux. Voilà. C'est ça. Donc là, on va. Moi, je vois dans mon jardin où j'ai de l'argile, un peu d'argile encore plus importante dans le tien. Et on a une structure de sol. Moi, j'ai mis 3 ans pour commencer à avoir les premiers effets. D'accord. Ah oui, pour avoir. D'accord. Les premiers effets réels. Donc c'est sur l'hiver 2019-2020 qu'on a eu un hiver pluvieux, moins que cette année, mais qui était déjà assez conséquent au niveau de l'automne, où je me suis rendu compte que l'eau ne restait plus sur le sol. Ça filtrait, l'eau circulait beaucoup mieux. J'avais plus d'effet de l'eau qui stagne et de la mousse verte qui est dessus, là, qui se met sur le terrain. Je n'y ai plus. Donc ça a mis 3 ans pour vraiment qu'on commence à voir les premiers effets. Au jour d'aujourd'hui, moi j'ai un sol que j'arrive à... Bon, ça s'est tassé là cette année parce qu'il y a vraiment plu énormément, mais on arrive à récupérer le sol relativement facilement. Il est important de penser dans le jardin les associations des plantes entre elles. Parce qu'on a certains légumes qui ne supportent pas les autres. Et si on les met côte à côte, ça va pas bien se passer. On n'aura pas la récolte qu'on va espérer. Il y a des sites qui existent pour ça, qui sont spécialisés. Il y a plein d'informations, des livres, etc. Mais moi je pensais aussi, on a des plantes qui ont des systèmes racinaires superficiels et des plantes avec des systèmes racinaires qui sont beaucoup plus profonds. Il faut vraiment des plantes avec des systèmes racinaires superficiels qui vont commencer à transformer par la sève élaborée dont vous parlez tout à l'heure les matériaux. Et ensuite, des plantes qui ont des systèmes racinaires plus profonds qui vont pouvoir prendre la suite. Et aussi, on a parlé tout au début du problème que j'avais avec ce chien dent qui était là, qui me cause problème maintenant, mais qui au moment des inondations retenait une partie du sol, une partie seulement, mais aussi d'avoir un couvert végétal en hiver qui va peut-être fonctionner d'une manière moindre parce que les fonctions vitales des plantes sont quand même affaiblies en hiver, sont beaucoup moins actives, mais néanmoins, il y a un fonctionnement aussi important, même en saison hivernale. Oui, le sol il vit toute l'année. Les couverts, quand on en met, la plante l'hiver elle va continuer à vivre. Elle se met en stand-by un peu, mais le système il continue à fonctionner quand même. Alors je vais parler d'un terme qui s'appelle les degrés jours. Donc le degré jour, il faut savoir que les plantes, elles commencent à pousser à partir de 6 degrés. D'accord. De température. Donc quand on fait les degrés jours, on fait la différence entre la température maximum et la température minimum. Donc entre 0 et 6, on ne tient pas compte, et au-dessus de 30, on ne tient pas compte. Et on divise par 2. On fait le total des jours, on divise par 2. Ça donne la somme de degrés jours. En juin l'année dernière, on a eu une somme de degrés jours exceptionnelle. On n'a pas eu de canicule chez nous. Il a fait chaud, on n'a pas eu de canicule. Mais la somme de degrés jours sur la totalité du mois de juin a été exceptionnelle. On a eu une pousse des végétaux en juin 2023 qui a été exceptionnelle. Et ça, il faut y penser à ce genre de choses. Donc l'hiver, en ce moment, on a des hivers, on a beaucoup moins de froid qu'on avait. Autrefois, on avait du gel. Oui, c'est ça. Un jour sur 3, grosso modo. Donc les plantes, l'hiver, au mois de janvier, tu n'avais pas de pousse. Cette année, quand on regarde dans les champs ou dans les jardins, l'herbe elle a continué à pousser. Les plantes dans les champs, il y a eu de l'avance, on était rendu à 3 semaines d'avance par rapport à d'habitude. Là ça s'est calmé parce qu'on a il a fait plus froid donc ça a diminué. Mais voilà, donc il faut penser à ce genre de choses. Je donne un exemple. Vous semez des petits pois ou des fèves au mois de début novembre. Elles poussent pendant tout l'hiver les plantes. Donc les petits pois, les fèves, elles se développent tout doucement, ça pousse pas très vite, mais on voit qu'elles poussent. Donc ça veut bien dire que la plante elle continue à vivre l'hiver.
et le développement racinaire continue à se faire. Donc il faut un sol pour que... Là on est sur des légumineuses, je parle des petits pois, je parle des fèves. Ce sont des plantes pour des racines qui vont descendre le plus profondément possible. Donc plus on a un sol qui va être structuré et perméable, plus les racines elles vont descendre, plus on va avoir une plante qui va être vigoureuse et qui va pousser beaucoup plus vite. Je pense que c'est comme ça, il faut penser à ça, que le jardin, c'est toute l'année. C'est toute l'année. Après, et d'autant plus aujourd'hui avec les questions de réchauffement, de changement climatique. Changement climatique, tout à fait. On a des... Les hivers sont, depuis quelques années, sont moins froids. Après, moi, je pense qu'il y a aussi des problèmes de cycle. On le voit, il y a eu une période froide dans les années 60-70. Là, on est sur une période chaude. Est-ce que dans les années 30, on n'aura pas un retour des conditions beaucoup plus froides? La Terre, on sait très bien que ça fait... Le climat, il fait du yo-yo. Le réchauffement climatique, il est là, ça c'est clair. C'est plus chaud, enfin, il y a des choses qu'on commence à voir. Si on prend une céréale, le blé par exemple, la moisson des blés a été avancée d'environ 3 semaines en 10 ans. C'est pas innocent. C'est conséquent même, je dirais. C'est pas innocent. On regarde dans les jardins, on arrive à planter les pommes de terre, les tomates beaucoup plus tôt qu'il y a 20 ans. Les tomates, au jour d'aujourd'hui, on parle des seins, là, tous les jardiniers connaissent les seins de glace. Les seins de glace, c'est inexistant. Depuis quelques années, on n'a plus de problème. On a quelques gelées tardives au mois d'avril, mais dès qu'on arrive au 1er mai, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de gelée au 1er mai. Ça peut arriver, on n'est pas à l'abri d'une descente d'air froid sur une journée. Et puis il y en a qui se prennent de sacrés giboulées de la grêle. Alors là, catastrophe. Je pense à vous d'ailleurs, ceux qui ont souffert, parce qu'il y en a qui me suivent qui... Donc, pour revenir au produit, donc le Rock & Soil, ce produit-là, c'est celui-là qui est à base de calcaire actif, qui va vraiment permettre au sol de retrouver sa structure originelle. D'accord. Avoir un sol qui soit plus perméable, où l'eau circule mieux, l'air circule mieux, où on a une meilleure rétention par l'argile de tous les oligo-éléments qui sont présents dans le sol, sans faire de détails, et avoir un sol, une terre qui va être beaucoup plus grumeuse, plus facile à travailler. Quand on va penser la golinette, ben ça va exiger moins, ça sera plus facile à faire. Si on pense à un outil à dents, parce que là, quand je fais, j'ai la motte, j'ai le paquet qui remonte. Voilà. Donc là, j'ai tout le paquet qui remonte, ça se fragmente pas du tout. Non, mais là, on va avoir des choses qui vont se fragmenter beaucoup plus facilement. Après, il faut être réaliste que dans des terres argileuses comme ça, l'été, on va continuer à avoir les mottes qui vont, ça va se compacter, mais ça va se déstructurer. Après, dès qu'il va pleuvoir, on va avoir quelque chose. Quand on a un taux d'humidité suffisant, on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus facile à faire. Le taux d'argile que tu as là, il est comme chez moi. L'été, ça fait des mottes, s'il n'y a pas d'eau. Donc l'avantage de ce produit-là, il va aussi permettre au sol de mieux garder l'eau. L'argile va mieux retenir l'eau. Et les plantes, on va avoir des plantes qui vont être plus résistantes aux à-coups climatiques. Et oui. Aux coups de chaud, à la sécheresse, aux excès, aux excès et manque d'eau. Comme tu disais, si l'environnement, si la plante elle est dans de bonnes conditions, ben, elle va mieux résister. Ça, on va permettre à la plante d'avoir un meilleur développement racinaire. Donc si on a un meilleur développement racinaire, on va avoir une plante qui va être beaucoup plus résistante au stress. Donc on verra tout à l'heure l'aspect du produit. C'est un produit, on en met à peu près 50 grammes au mètre carré, entre 50 et 100 grammes au mètre carré. Là c'est des paquets de... C'est des paquets de 5 kg ça. On fait ça quand même à peu près entre 50 et 100 mètres carrés suivant la structure du sol. Et t'en mets combien de fois dans l'année? Une fois? Au printemps? Alors, on peut en mettre plusieurs fois si on veut. D'accord. Alors moi j'ai un client en Charente-Maritime qui fait du maraîchage. Lui il l'utilise en 2 fois. Il s'est rendu compte que l'été quand il fait chaud, sur certaines plantes il en met l'été et ça aide la plante à mieux résister à la chaleur et au D'accord. C'est le retour qu'on a chez ce client-là. Et c'est pas le seul qui nous fait ce genre de remarque. D'accord. Lui, il l'utilise en 2 fois. Il y en a d'autres qui l'utilisent qu'une fois. C'est chacun, je dirais que chacun va faire un peu au feeling. En juin 2022, le 17 ou 18 juin, je ne me rappelle plus, le jour où il a fait le plus chaud. J'étais chez un client qui fait un peu de tout, qui est en agriculture biologique. Et ce client-là, suite à la canicule de 2003, il a repensé toute sa façon de travailler. Il est revenu à des parcelles de maxi 80 arts à 1 hectare. On a des haies qui font entre 8 et 10 mètres de haut tout le tour.
Et il fait des cultures de vente, donc il fait de la lentille, il fait du pois chiche, il fait des blés, mais que des variétés anciennes. Il est dépositaire d'un certain nombre de variétés anciennes. De l'orge, il fait une variété de l'orge pareil, et il fait du maraîchage. Donc, ce client-là, il est arrivé à côté de Niort, il est sur Coulon. Et on est sur des sols argilo-calcaires, donc il y a 10-15 cm de terre, donc on a très peu de terre. Et donc j'ai passé là, il était midi, et il y avait des oignons. Moi ça m'a marqué ce jour-là, parce que les oignons, les feuilles, elles étaient droites comme ça. Elles étaient debout. Ah oui, donc là, un sol qui a aucune capacité de rétention d'eau, les plantes, elles étaient comme ça. Les feuilles des oignons, ils étaient comme ça. Alors que la logique aurait voulu que les plantes elles soient comme ça. Ben oui, elles sont en protection, voilà, on évite là, c'était pas ça. Et quand on était dans la parcelle, on sentait l'humidité de l'air. On sentait qu'il y avait un taux d'humidité présent dans l'air. C'est pour ça que la plante elle était restée comme ça. Parce qu'il y avait de l'humidité de reste. Et ça, c'était dû à l'évapotranspiration des arbres. Ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas beaucoup. Ouais. Et quand on a je vois le milieu dans lequel tu es, ce genre de phénomène, l'été, tu dois le sentir. Ce que j'ai vu ce jour-là, moi, ça m'a vraiment marqué parce que j'ai pensé. Et puis le client, il me dit, mais c'est toi, regarde, tu sens l'air. Et j'y suis retourné un soir avec quelqu'un vers 21h. Là, tu sentais vraiment l'humidité, tu sentais vraiment la fraîcheur, alors qu'il faisait, on était là, sur un air sec. C'est le système arboricole qui a eu autour qui a fait que. Donc on préserve les haies. Planter des arbres. Planter des arbres. Tu vas nous parler de la clé de sol maintenant. Ok. De marc de raisin et de fiente de bovin. Ok. C'est un mélange des deux avec un petit peu de calcium dedans. C'est ce qu'on appelle nous un organo-minéral. D'accord, organique et minéraux. Donc là on amène de la matière organique. Le but de ce produit-là, il est de permettre au sol, quand on met, alors je vais être schématique, si on met 1 tonne de produit comme ça, on va récupérer entre 350 et 400 kg d'humusostate dans le sol. L'humusostate, c'est ce que les plantes ont besoin pour vivre. Oui. C'est pas ce qui va partir dans la rivière. C'est ce que le sol va capter. Va capter. Et les deux produits ont des échanges entre eux, se reconnaissent. Ça, c'est notre fabrication. Ah. C'est notre petit secret. Donc ce produit-là, beaucoup de gens disent on va mettre de la matière organique, des choses comme ça. Si on part avec ça, on va amener des choses intéressantes. Alors je vais donner un exemple. Il n'y a rien à voir avec le jardin. C'est la vigne. Donc on a des clients qui utilisent ce produit-là sur la vigne. Le mou du raisin, quand on fait le vin. Oui. Dedans, il y a quelque chose qui est très important, c'est le taux d'azote. Oui. Dedans. Donc on a un client en bio qui était à 50 mg par litre de mou d'azote dedans. À partir du moment qu'il est passé avec ce produit-là, on est passé à 200 mg d'azote dans le mou par litre. Ça a monté de façon spectaculaire. Alors l'azote, c'est bon pour certaines plantes, pour certains légumes, mais pas pour pas tout. Les légumineuses, on oublie. C'est bon. Que ces choses soient claires. Ça, il n'y en a pas besoin. Voilà. La salade, c'est pareil. D'accord. Les plantes qui sont gourmandes en matière organique, en azote et tout ça, ce sont les choux, le poireau, la pomme de terre et tout ce qui est solénacé. Enfin, tout ce qui est solénacé. Tomates, courgettes, courgettes, c'est pas tout, mais aubergines, poivrons, les melons, enfin tout ce genre de famille. Ouais. Les oignons, ça, on oublie. Ouais. Parce que ça n'aime pas, ça les fait pourrir. Carrément. Ouais. Tout ce qui est matière organique, tout ce qui est matière organique, tout ce qui est ail, oignon, échalote, il faut éviter. Parce que tu parlais de poireau tout à l'heure. Le poireau, c'est pareil. Après, le poireau, c'est un peu différent. D'accord. Parce qu'on est sur dans le sol. C'est pas les bulbes. C'est pas un bulbe. C'est vraiment la tige. Mais tout ce qui est ail, oignon, échalote, ça c'est clair que tout ce qui il faut éviter l'apport de matière organique récente. D'accord. S'il y en a eu l'année d'avant, c'est pas grave. Oui. Moi, j'en mets à l'automne. Oui, t'en mets l'automne. J'en mets à l'automne, quand je travaille le sol à l'automne. Oui. Si je travaille pas le sol à l'automne, je le mets au printemps. Alors, juste avant le travail du sol, et après, j'en remets à la plantation. D'accord. Chacun voit sa façon de faire. C'est vrai que si on peut le mettre à automne ou début d'hiver, c'est bien. Oui. Parce que ça donne le temps que ça commence à se décomposer. C'est ça. On est sur des produits à action lente. Et c'est ce qu'on cherche.
Ensuite, on va passer au liquide foliaire. Donc l'eau de vie, ça c'est un... Et c'est pas l'autre eau de vie, attention, vous trompez pas. Hein. Nous, c'est ce qu'on appelle une solution mère. Donc ce produit-là, c'est un produit qui est hyper polyvalent. On peut l'utiliser sur tout type de plante, même en intérieur. D'accord. Sur des plantes d'intérieur, tu as une plante qui stresse en intérieur, qui a un peu de poussière, enfin comment ça s'appelle, la moisissure, là, le truc dessus. Là. Oui. Tu prends de la ouate, oui. Tu mets ça dessus, tu nettoies avec. Et la plante, elle va l'absorber. D'accord. Alors moi j'ai des pucerons, ça va l'aider à... Les non, pucerons, autre chose. Les pucerons c'est autre chose. Hein. Ouais. C'est la plante qui met le signal comme de quoi elle dit aux pucerons, venez me voir. Oui, oui, c'est ça. Ce produit-là, il va être intéressant aussi. Si un jour vous avez des plantes qui ont grêlé dans le jardin, on utilise ça tout de suite derrière. Ça va permettre une meilleure cicatrisation des plaies des feuilles. D'accord. Quand il y a des plantes, ça peut être les fruitiers, ça peut être la vigne, ça peut être tout ce qu'on a dans les jardins. Ah oui, donc là tu mets dans un pulvérisateur. Voilà, il y a un bouchon, il y a des bouchons doseurs dedans. D'accord. C'est expliqué dessus. Donc là 50 ml pour 10 litres. Oui. Quand on est sur des périodes de stress, alors ça peut être du gel, ça peut être de la grêle, etc. On peut multiplier à 2 par 3. Ça, ce sont des produits qui sont neutres. Ouais. Oui, de toute façon, ça c'est que du bio là. C'est que du bio, c'est que des produits à base d'oligo-éléments. D'accord. Il n'y a rien de dangereux dedans. Et celui-ci? Alors l'élixir foliaire. Croissance foliaire. Voilà. Donc moi, je l'utilise à titre personnel dans le jardin. Ouais. Sur tout ce qui est situation ou formation de fruits, la floraison. D'accord. Les grains et puis les pommes de terre en encadrant la floraison pour favoriser la formation des tubercules. Ce produit-là, il va limiter énormément tout ce qui est stress thermique. D'accord. Et stress hydrique. C'est lié. On associe. Alors, moi, ce qu'il faut faire, c'est associer les deux ensemble. D'accord. Quand on peut, c'est mettre les deux ensemble. Ah, tu mets les deux dans l'eau. Parce que celui-là va aider celui-là à mieux pénétrer dans la plante. D'accord. Bon, après, suivant le coup qu'on met dedans, soit l'un, soit l'autre. Oui. Oui, parce que tu vas nous parler des coûts aussi. Ouais, après, ces deux bidons, là, ça vaut 20 € chacun, le lit, la boîte. Et les sacs, c'est 30 € chacun. Ah oui. Donc ça reste abordable. Oui. Après, je suis conscient que si on veut tout mettre, ça représente un coût dans le jardin. Mais bon, après... On n'a rien sans rien. Voilà. On va aussi, ces deux produits-là ensemble, on va avoir une action sur le gustatif des légumes et le gustatif des fruits. Ah oui? Ouais. Toi, tu l'as observé? Ah oui. Moi, j'ai un client qui fait de la pomme. Ouais. La pomme, ces pommes, elles ont un gustatif, mais exceptionnel. La prochaine fois que je viendrai, je te ramènerai. Moi, tu me parles de nourriture. Non, mais cette personne-là, on a un gustatif sur les pommes qui est mais vraiment exceptionnel. Donc là, il met du produit pour les feuilles, l'élixir de foliaire. Voilà, et puis il met les deux produits qui sont là. Il fait un mélange des deux là sur les feuilles. Ouais. Il fait plusieurs passages. Mais on a vraiment un gustatif. Et moi, j'ai un pommier, j'ai un reine des rainettes dans le jardin, où je fais la totale. Et j'ai des fruits qui sont déjà qui ont un meilleur gustatif, et de deux qui se conservent mieux. D'accord. On a des fruits qui ne vont pas pourrir. Ouais. Ça va se dessécher, mais on va pas avoir de la pourriture pourrir. D'accord. Ils vont les endroits, parce qu'on a toujours des problèmes de tablure, parce que ça c'est compliqué. Il faudrait pouvoir être vraiment tout le temps à regarder. J'ai aussi des problèmes de carpocaps, donc il y a des piqûres dedans, et les fruits ils pourrissent pas. Ils se conservent, moi j'ai des problèmes de la conservation, elle est nickel. Donc c'est pas innocent. On a vraiment des choses qu'on arrive à amener vraiment du plus sur le gustatif. Ça c'est clair, net et précis. Les tomates notamment. Ah oui. Amusez-vous à faire 2 ou 3 pieds avec et 2 ou 3 pieds sans sur la même variété. Et vous comparez après. Bon, alors voilà, il va y en avoir des tests, je vous le dis. Il vous l'a dit. Voilà. Est-ce qu'on retourne au potager? Oui, on va tester celui-là. Alors on va voir comment ça s'intègre au sol. Allez, c'est parti. Et regardez-moi ce temps, il pleuvait ce matin. On avait un temps, mais alors, il y a un beau ciel bleu. De retour à la case départ sur ma parcelle chargée en argile. Tu vois là, le chien dent.
J'ai même pas réussi à l'enlever. Ça collait trop. Donc j'espère que ça a séché un petit peu. On voit, hein, de toute façon, j'ai eu du mal à casser les mottes. Donc voilà, donc c'est un granulé comme ça. Après, toi, tu as l'habitude pour les quantités? Bah c'est, grosso modo, c'est une poignée comme ça sur 1 mètre carré. Ok. Aussi simple que ça. Ouais, c'est pas plus compliqué que ça. Hein, pas plus compliqué que ça. Et donc là, je laboure après ou je fais quoi? Je laisse comme ça en surface. Tu laisses en surface. Je vais ratisser. Ouais, après, là, faut le laisser parce que c'est trop humide. C'est trop humide. Et quand tu verras que tu peux travailler avec la grelinette ou des trucs comme ça, pour les friter, ben, tu le feras. Ouais. Et tu laisses comme ça, puis s'il pleut, ça va fondre, tu verras, ça va commencer à se diluer. Là, il y a de l'humidité, donc de toute façon, ça va commencer à se diluer. Là, tu auras une averse, tu verras déjà comment les granulés, comment ils fondent. Bah, on peut tester, j'ai un arrosoir. On peut si on veut. Allez, on va tester. Hop, on va mettre de l'autre. Voilà, et ce qu'on va faire, c'est on va mettre que sur la moitié de la parcelle. Donc là, j'ai mis 2 bambous. Et puis, on va mettre sur cette première partie-là, dans ce cas-là. Puis comme ça, tu vas pouvoir... Ah ouais, d'accord, il est brun. Bah oui, matière organique. Voilà, on voit la différence. L'autre côté est gris clair. Et la structure, elle n'est pas la même. On est sur des granulés qui étaient granulés à la pâte. Alors ça, ça surtout ne pas mettre sur dans les plantes d'intérieur parce que vous allez sentir le fumier dans la maison tout le temps. On va éviter. Ça, on peut forcer la dose si on veut. Si on a une culture qui est vraiment gourmande en matière organique et qui a besoin de consommer un peu plus, on peut forcer la dose. D'accord. C'est pas nocif, il n'y a pas de danger. On risque pas de brûler les plantes parce qu'il y a très peu d'azote dedans. Le taux d'azote il est à moins de 2%. Donc, Parfait. Tester ça. Alors j'aimerais bien avoir les mêmes légumes de part et d'autre pour vraiment voir la différence. On va regarder ça. Donc comme on avait fait le test, c'est vrai qu'il y a l'été dernier on a fait le test de paillage et vraiment c'était très intéressant d'étudier avec les mêmes plantes l'effet des paillages, d'un paillage sombre et d'un paillage lumineux. Il n'y a pas photo. Et en fonction de la saison. C'était très intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un sol qui est couvert, au niveau de la température du sol, quand on a en plein été, il y a environ entre 8 et 10 degrés d'écart entre un sol couvert et un sol non couvert. Oui. Et ça, c'est conséquent. C'est très conséquent et très très important. Oui. Parce que quand on a un sol qui est couvert, on va avoir une température de sol autour de 19-20 degrés. On va avoir plus d'humidité qui va rester dessous. Oui. On va avoir une activité biologique qui va continuer à se faire, à travailler. Quand on monte à 28-30 degrés, c'est fini. L'activité biologique, on n'en parle plus. On va mettre un petit peu autour, on va en mettre sur 2. Ouais. Donc là, je regarderai la différence de goût. Au niveau du goût, si tu trouves quelque chose de différent. Ok. Ok. On dit toujours, c'est très rapide pour abîmer un sol et le rendre inerte. Mais c'est très long pour le ramener. Voilà, c'est ça. C'est très très long pour lui rendre la vie. Je trouve ça génial. Ouais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous présenter ce produit, puis de nous donner aussi toutes ces informations en parallèle. J'espère que ça vous a plu aussi et que ça vous donne voilà, plus d'informations par rapport à votre sol et ce que vous pouvez mettre en place. On vous laisse pour aujourd'hui. On vous dit au revoir. Bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.